La traite des esclaves Dawkins à la recherche des 64 années manquantes. D'après la traduction de l'article du Funnel Call Slave Trader Hawkins, In Search of 64 Missing Years, du frère Muhammad Abdullah Muhammad. Les enseignements de l'honorable Elijah Muhammad situent le début de notre asservissement en Amérique du Nord comme suite. Je cite, « Allah nous a enseigné que nos grands-parents ont été manipulés et amenés en Amérique par un marchand d'esclaves du nom de John Hawkins en 1555. Supreme Wisdom 1957. Les enseignements racontent comment la cargaison humaine de Hawkins a atterri à Jamestown, en Virginie, où un camp scientifiquement organisé d'esclaves a été établi. Les enfants ont été enlevés de leur mère pour ainsi être élevés par des nounous blanches, créant ainsi l'esclave parfait imprégné de crainte, sans trace de mémoire. Cette version historique a été difficilement vérifiable, car semble-t-il, elle a été délibérément dissimulée. Lorsqu'un messager reçoit une révélation, la vérité peut sembler incongrue, mais Allah, Dieu, ne ment jamais et ce qu'il révèle doit être prouvé, du moins plausible ou susceptible de se produire. Depuis l'enregistrement des documents officiels, selon lesquels la première expédition de l'esclavage aurait eu lieu en 1619, ou 64 ans plus tard, Khalil Amani résume en quelques phrases les conséquences qui ont suscité ce scepticisme de cette révélation, d'après son langage caractérisé de ghetto mensonger, révélation excluant le bénéfice du doute, une recherche empirique. Je cite, « Ce que j'aimerais savoir est quels sont les ouvrages autres que la Nation of Islam qui peuvent nous éclairer sur cette découverte de la déportation de nos ancêtres à Jamestown en 1555. Aucun de nos grands historiens noirs, à l'instar de Joseph Ben Johanan, Cher Anta Diop, J. Hay, Rogers, Leron Bennett Jr., Carter, G. Hudson, etc. ont écrit qu'il y avait des Noirs qui ont atterri sur les rives de Jamestown en 1555. Les informations concernant la méthodologie de la fabrication des esclaves du maître esclavagiste, certainement, ne seraient pas accessibles à tous les historiens noirs. Nous suggérons, sans vouloir heurter la sensibilité, que les 64 ans de dissimulation et de falsification ont fait d'un chef guerrier indépendant et autonome un véritable nègre esclave craintif, soumis et totalement dépendant. Ce processus équivaut à un commerce secret, une entreprise auquel nos spécialistes historiens n'ont pas facilement accès. Cela cache une fois de plus une méthodologie qui, si elle était connue, contribuerait à déconstruire le plan qui est toujours en vigueur et qui nous privant l'accès de pouvoir nous s'autosuffire, ce qui incitera notre groupe à se prendre en main. Il serait totalement immoral d'attendre à ce que l'ennemi nous mette à disposition cette méthodologie dans l'espoir que nous puissions la comprendre et puissions en démêler les chaînes mentales, psychologiques, biologiques et émotionnelles qui ont quasiment rendu notre peuple tels les esclaves perpétuels. Nous devons donc utiliser un outil nous permettant de détecter historiquement chaque empreinte laissée par l'ennemi, pouvant confirmer ainsi que cet événement s'est réellement produit. Nous utiliserons un raisonnement déductif et hypothétique ainsi que des preuves indirectes comme outil d'enquête.
Soulevons la question afin de déterminer la validité de la thèse qu'un John Hawkins ait fait une expédition à la traite négrière en 1555. Quelle était la puissance politique et militaire qui régissait le commerce dans les Amériques en 1555? Lorsque le royaume de Castille, en Espagne, par l'intermédiaire de Christophe Colomb, ont ouvert accès à l'Europe, donc de l'Amérique, le siège papal a été occupé par un Espagnol du nom de Rodrigo Borgia, ou pape Alexandre VI. À la demande de l'Espagne, le pape Alexandre a publié un décret qui divisait le monde entier entre l'Espagne et le Portugal. Les terres non chrétiennes, non découvertes, à l'ouest de la ligne devaient être des possessions espagnoles et celles situées à l'est appartenaient au Portugal. Ainsi, pour des raisons pratiques, en 1555, l'Espagne avait un droit exclusif dans tout le commerce effectué dans les Amériques. La couronne espagnole a-t-elle tenté de coloniser l'Amérique du Nord et ainsi établir une société de possession d'esclaves? Plusieurs tentatives de colonisation ont été tentées en Amérique du Nord, dont celle de Lucas Vázquez de Ayllón, qui a quitté Saint-Domingue pour s'installer en Caroline du Sud en 1526 avec 500 hommes, dont 100 esclaves noirs, les premiers esclaves noirs d'Amérique du Nord. Entre parenthèses, quel était le contexte politique de l'Angleterre avant 1555? Le roi Henri VIII, qui a renoncé à l'allégeance au pape catholique à cause du refus du Vatican de lui accorder le divorce, est décédé en 1547. Le roi Édouard VI, son fils, décéda en 1553, ouvrant ainsi la voie à la reine de la fille d'Henri VIII, avec Catherine d'Aragon, fille de Ferdinand et d'Isabelle d'Espagne, entre parenthèses, Marie Tudor. Marie Tudor, une fervente catholique, tenta de rétablir la foi catholique en Angleterre. En 1554, Marie Tudor épousa Philippe II, roi d'Espagne. Entre-temps, Philippe est devenu roi d'Angleterre par mariage. Ainsi, en 1555, les monarques anglais et espagnols ne formaient plus qu'un, ce qui, dans des circonstances extraordinaires et avec une permission spéciale, a pu donner accès à un sujet britannique visant à établir un commerce d'esclaves sur le continent américain, sous la propriété exclusive de l'Espagne. Est-ce qu'un événement significatif s'est produit dans la vie de John Hawkins qui indiquerait son implication dans cet exploit éclipsé mais ahurissant? James A. Williamson, dans son Hawkins of Plymouth, révèle des informations très capitales qui méritent d'être approfondies. Lorsque Philippe II et Marie Tudor, 1554-1555, négociaient leur mariage, certains des émissaires de Philippe s'étaient rendus à Plymouth, faisant appel au service de sa principale société d'armateurs, les Hawkins. Il semble bien que, pendant cet intervalle, le jeune John Hawkins ait rencontré King Philip, le roi Philippe. Philippe est venu en paix en 1555 pour épouser la reine d'Angleterre afin d'assurer une alliance anglo-espagnole, ce qui s'est produit pendant le séjour de Philippe en Angleterre en 1555 est tout au moins révélateur. Williamson cite un document très éminent des archives des Indes en Espagne qui pourrait nous éclairer sur les activités de John Hawkins durant cette période.
Un Espagnol, connaissant Hawkins, a affirmé que lorsque Philippe a atterri en Angleterre, il avait décerné le titre de chevalier à Hawkins pour les services rendus. D'après la note, cette déclaration a été réalisée par le pilote Johannes de Urquiza, se trouve dans un document des Archives des Indes cité par Miles A. Wright dans Spanish Document Concerning English Voyage to the Caribbean, Acolyte Society, page 79, 1929. Hawkins aurait-il pu organiser secrètement un voyage esclavagiste dans un lieu très isolé d'Amérique du Nord à la demande du monarque espagnol? Philippe II est arrivé en Angleterre durant l'été 1554 et est resté jusqu'en septembre 1555. Par conséquent, le roi Philippe a eu amplement l'occasion d'exhorter au jeune Hawkins une tâche outre-Atlantique qui prendrait plus de 6 mois à accomplir, réalisée probablement avant le départ du roi Philippe en septembre 1555. En effet, cette possibilité ne peut être exclue, car accorder le titre de chevalier à un homme de 23 ans est un honneur distingué, et ce qu'a fait John Hawkins pour remporter ce titre doit avoir été un exploit de conséquences historiques indéterminées. Si Hawkins se livra à l'enlèvement et au transport d'esclaves en 1555, cette preuve indique que cela aurait pu être sous les directives espagnoles plutôt que britanniques. La relation entre le roi Philippe et Hawkins dura de nombreuses années. Et a posteriori, Hawkins se référa au roi Philippe II comme étant, je cite, son ancien maître. En 1571, Hawkins était un agent double et a été impliqué avec Philippe II dans un complot visant à assassiner Élisabeth I. Cependant, Hawkins a changé de camp, et ces informations ont aidé à faire arrêter et exécuter les principaux conspirateurs. Le règne de la reine Marie Tudor dura jusqu'en 1558, et par la suite, lorsque sa demi-sœur Élisabeth I fut intronisée, elle revint à l'église anglicane, utilisant des pirates et des corsaires afin d'affaiblir la forteresse espagnole des Amériques. Conclusion, l'Angleterre n'était pas impliquée dans la traite transatlantique des esclaves en 1555. Si un commerce d'esclaves avait eu lieu, il ne pourrait s'être produit que sous l'égide espagnole. Que les monarques espagnols et britanniques étaient une seule et même personne en 1555 n'est pas une coïncidence. Dès 1526, la couronne espagnole a tenté d'établir une colonie en Amérique du Nord qui comptait 100 esclaves africains. Cette commission colossale, qui eut lieu en 1555, impliquant John Hawkins, sous les ordres directs du roi Philippe II d'Espagne, dans lesquels Hawkins était fait chevalier, selon un récit rapporté, est consigné dans les archives des Indes à Séville, en Espagne. Que pouvait être cette commission? Le fait que Hawkins ait été décoré chevalier signifie qu'il l'a accompli avec succès. Les jeunes gens ont tendance à répéter dans la vie leurs efforts fructueux quelque temps après. En 1562, Hawkins créa une entreprise de commerce d'esclaves ouverte et publique. Répétait-il cet exploit qui lui a valu d'être nommé chevalier en 1555? Compte tenu du raisonnement hypothétique et déductif mentionné ci-dessus, nous ne pouvons pas prendre la révélation de l'honorable Elijah Muhammad, selon laquelle John Hawkins aurait pris part à un voyage de négoce négrier en 1555 comme étant un mensonge.
des questions empiriques, les données posées ci-dessus, laissent un accès à cette alternative. Nous invitons donc les historiens à poursuivre le dévoilement historique de ces 64 années de notre histoire dissimulée.